hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Le voilà, l'épisode tant attendu. Vous avez peut-être remarqué que je n'avais pas publié d'épisode en novembre et j'en suis désolée. Mais c'est simplement parce que depuis l'enregistrement de cet épisode avant mon congé maternité en juillet, du coup, j'ai lutté avec Laura pour récupérer la bande qui avait disparu. Et petit miracle de Noël en avance, on a retrouvé un backup qui, ceci étant, avait toujours été là, mais l'équipe technique ne me l'a signalé que 4 mois plus tard. Bref. Alors, je ne sais pas vous, mais la médecine chinoise, pour moi, c'est un concept qui est resté il y a peu, un concept un peu flou, un peu mystique pour moi. Et quand un ami m'a parlé d'une vétérinaire équine spécialisée en médecine chinoise pour traiter ma jument, j'ai été doublement intriguée de la rencontrer. Laura a en fait fait des études vétérinaires tout à fait classiques et après avoir exercé pendant plusieurs années, elle a fait le choix de se consacrer à ces techniques bien particulières que recouvre la médecine chinoise et dont la plus connue est certainement l'acupuncture. Donc vous vous demandez peut-être en quoi ça consiste vraiment, si les bénéfices de cette approche sont réellement prouvés, ce que ça pourrait apporter à votre cheval, ou peut-être que ça vous intéresse pour votre propre pratique si vous êtes vétérinaire. Et ben ça tombe bien parce que ce sont quelques-unes des questions que j'ai voulu poser à Laura et vous allez comprendre que la médecine occidentale a beaucoup à apprendre de la médecine chinoise, mais surtout que les deux ne sont pas en opposition mais s'avèrent en fait assez complémentaires. Alors comme d'habitude, mettez de côté vos a priori et laissez-vous embarquer pleinement dans cet épisode pour en apprendre davantage sur ces méthodes atypiques. Petite note avant de commencer, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de petits soucis de son sur la bande, je m'en excuse, mais la qualité de l'enregistrement a été mauvaise ce jour-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça compromet pas la compréhension de l'épisode, qui détient d'ailleurs le record de l'épisode le plus long, je pense, parce que on était tellement passionnés avec Laura qu'on n'a pas vu l'heure tourner. Donc, profitez d'un petit moment d'accalmie pendant vos vacances de fin d'année ou un long trajet de voiture pour rejoindre votre famille. Pour écouter cet épisode, installez-vous confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laura, bienvenue dans Équidé. Salut Aude, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de m'accorder un petit peu de temps. Alors du coup, je voulais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour les chevaux ? Oui, alors je pense que comme pour plein de gens, c'est quand j'étais petite, j'ai très vite accroché. J'avais une amie qui montait à cheval et du coup, je suis allée avec elle monter à cheval une première fois. J'avais environ 8 ans. Et de là, j'ai tout de suite accroché. Je me suis mise à monter à cheval régulièrement. Forcément, il y a toujours un cheval qui marque la vie de tout cavalier. Moi, c'était un petit poney couleur palomino qui s'appelait Toffee, que j'adorais. Et puis, à partir de là, j'ai continué de monter à cheval. Et de là, après, les études véto, quoi. Et puis, orienté équin, évidemment. T'étais en ville ou à la campagne ? Alors, j'étais en périphérie de ville et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de clubs équestres dans mon coin et donc j'ai facilement pu commencer à monter à cheval en fait. Ouais, d'accord. Du coup, ça t'est vite venu comme une passion de là, au point de vouloir en faire ton métier assez rapidement. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, en classe, quand on me demandait qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, il y a toujours un moment, je pense, à l'école où tout le monde veut faire veto. Donc moi, j'étais dans le lot, sauf que au fur et à mesure des années, après, il y a plein de gens qui changent de voie ou décident autre chose. Et puis moi, je suis restée dans mon truc et puis je suis allée au bout. C'était quoi qui t'attirait dans ce métier-là ? Parce qu'autour des chevaux, il y a potentiellement plein de métiers différents.
Oui, alors c'est vrai que j'avais des animaux à l'époque aussi, que j'ai plus maintenant, mais j'ai commencé par avoir un chat. Et après, j'ai eu des chiens et du coup, on les emmenait chez le vétérinaire pour les soins, etc. Et c'est vrai que j'aimais toujours aller chez le vétérinaire, voir ce qu'il faisait. J'étais hyper intéressée par tout ce qu'il faisait. Et c'est vrai que j'avais pas forcément vu des vétérinaires équins travailler avant de commencer les études, mais comme c'était vraiment les chevaux qui me passionnaient le plus, c'est pour ça que je me suis dit bon vétérinaire et si possible orienté équin, mais je- en fait, j'ai décidé ça au fur et à mesure de mes études. C'est-à-dire que au D'accord. début, je me disais, bon, je ferais bien tout. Et puis après, je me suis dit, bon, l'équine, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et en apprenant justement la partie de médecine équine, c'est là où j'ai vu que j'accrochais vraiment plus à la partie équine pure, quoi. Et c'est ça Ah qui oui, m'a ok. Tu t'es amené. pas spécialisée tout de suite dans Non, ton non, en fait, cursus. dans mes études, on des études de toutes les espèces. Et D'accord. après, mon école était spécialisée sur les petits animaux. Et puis, on avait une partie équine, une partie rurale. Mais en proportion, c'était quand même bien inférieur. Donc, Ouais. en fait, j'ai passé mes étés à faire des stages à l'étranger pour avoir un petit peu plus d'expérience et puis voir un petit peu aussi comment était la vie du vétérinaire équin de tous les jours. Parce que c'est vrai que entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit Oui. dans la vraie vie, Ok. c'est pas toujours la même chose. Donc, et puis en fait, chaque stage me confirmait que je voulais vraiment faire ça. Et puis voilà. Et justement, il me semble que tu as fait une grande partie de tes études à l'étranger. C'était motivé par quoi ce choix? Alors moi, je suis espagnole d'origine et du coup, j'habitais en Espagne à l'époque. D'accord. J'ai habité très longtemps en fait à Majorque et après j'ai déménagé à Valence quand j'avais 14 ans. Et du coup, D'accord. j'avais deux options, soit faire mes études en France une fois fini toute ma scolarité en lycée français, soit aller en fait dans une école espagnole. Et en fait, c'est vrai que en Espagne, comme il n'y avait pas la présélection de l'école vétérinaire, les 2 ans de préparation, etc. C'est dans mon école, dans mon lycée, ils m'ont encouragé en fait à faire mes études en Espagne plutôt qu'en France. Ils m'ont dit que en fait, avec ma note de bac, je pourrais accéder directement aux études et que ce serait plus facile. Ah Donc oui, ok. c'est vrai que c'est comme ça que je me suis dit bon c'est vrai que j'avais pas trop envie de redéménager vu que ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais à Valence et je m'étais faite ma place. Donc je suis restée à Valence faire mes études vétérinaires et puis par ailleurs justement j'ai fait beaucoup de stages en France pendant les étés et puis à l'étranger aussi en Angleterre. J'ai fait un Erasmus à Gand aussi pendant mes études. Donc, j'ai quand même pas mal voyagé pour voir comment ça se passait dans différents pays aussi et acquérir plus d'expérience. Oui, ça a déjà dû participer à te faire voir plein de choses et à t'ouvrir l'esprit sur différentes façons de pratiquer le métier, j'imagine. Enfin, il doit y avoir des petites différences. Oui, tout à fait. Oui, 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 et pareil, en fait, on n'a pas les mêmes moyens dans tous les pays. C'était pas Hmm. le même type de structure. Je suis allée avec des vétérinaires de première ligne, pour ainsi dire, les vétérinaires itinérants qui voyaient les chevaux en première intention et qui n'avaient pas énormément de moyens, qui les référaient après en clinique. Je suis allée dans des grands hôpitaux comme celui de Gand en Belgique, qui est quand même un des plus grands d'Europe. À ce moment-là, c'était le plus grand d'Europe. Je pense que maintenant, il y en a un autre qui a pris sa place, mais voilà, donc ça m'a permis de voir différentes façons de travailler, de voir un petit peu aussi si je voulais faire du terrain ou plutôt de l'hôpital. J'ai vu plein de spécialités différentes aussi. Et puis en fait, après mes études, j'ai fait mon internat qui a Mhm. duré 1 an que j'ai enchaîné en fait avec un remplacement. Et pendant cet internat, c'est pareil, c'était dans une grande clinique qui faisait quasi essentiellement du trotteur. Il faisait du chevaux de sport, des chevaux de sport aussi. Et du coup, là, j'ai vu plein de spécialités différentes aussi. Et je travaillais avec des vétérinaires vraiment très compétents dans leur domaine.
Et ça m'a permis de voir aussi toutes les spécialités qu'il y avait et voir un petit peu ce qui m'intéressait le plus, qui à la base était la médecine interne. Même si après j'ai bifurqué justement vers tout ce qui est médecine chinoise, acupuncture, etc. Alors justement, comment t'en es venue à t'intéresser à ça et comment tu pratiques la médecine vétérinaire aujourd'hui? Alors, en fait, justement, j'ai fini mon internat et j'étais très contente de celui-ci, mais par contre, il y a eu des cas où j'étais un peu frustrée parce que je trouvais que c'était un traitement plutôt palliatif et qu'on pouvait pas aller au fond du traitement, notamment dans un cas d'un cheval un cheval adulte qui avait une paralysie. On traitait les symptômes sans pouvoir aller au fond du problème. Et c'est vrai que c'est là où je me suis penchée. Je me suis dit, il faut qu'il y ait autre chose. Et en fait, pendant ma deuxième année de médecine vétérinaire, j'avais fait une formation sur l'acupuncture. Donc une formation, pas vraiment une formation, mais j'avais été présente à une présentation sur l'acupuncture par un vétérinaire acupuncteur qui était très intéressante, sauf que c'était assez complexe la manière dont il avait expliqué. Donc c'est vrai que ça m'avait très vite attirée, mais je me suis dit ouf, ça a l'air compliqué. Ouais, Et par contre, il avait fait une démonstration sur un cheval et ça m'avait impressionné l'effet sur le cheval. Et c'est vrai que ça, c'était resté gravé et c'était resté un petit peu en arrière-pensée, sauf pendant mes études, j'y ai pas pensé plus que ça. Et c'est vraiment après l'internat où j'ai eu le déclic, je me suis dit, je vais quand même regarder s'il n'y a pas une formation sur ça parce que je sens que tout ce que j'ai appris est très intéressant, mais je sens qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est là où j'ai découvert du coup mon école d'acupuncture, qui avant s'appelait Chi Institute. Et en fait, du coup de là, j'ai fait une formation de présentation. C'était une formation sur 2 jours en gros, où ils expliquaient un peu la médecine chinoise. Mm-hmm. Et j'ai tout de suite accroché au concept dans le sens où justement déjà ils prenaient en compte quelque chose qui pour moi était très important, qui était justement le caractère du cheval. C'est quelque chose qu'on c'est une chose à laquelle on ne prête pas du tout attention en médecine classique en fait. Si on va tenir en compte comment va réagir le patient, si on va lui faire un soin, etc. Mais on le comprend pas dans le diagnostic, alors qu'en médecine chinoise, c'est très important et ça peut vraiment nous donner en plus des guides pour savoir quels vont être les points faibles de l'animal en fait au niveau pathologique. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait, tout était tellement logique, la façon dont expliquer en fait la médecine chinoise, en tout cas par mon école, c'est vrai que j'avais l'impression que toutes les pièces du puzzle se rassemblaient et concordaient quoi, alors que je sentais qu'il y avait un gap jusqu'à ce moment-là et c'est ça qui m'a impressionné. Je me suis dit bon, je pense que j'ai trouvé ma voie et du coup depuis en fait j'ai fait mes études d'acupuncture juste après mon internat, du coup en 2014. Et de là, en fait, après, j'ai exercé pendant un moment en Espagne. Et après, je suis rentrée en France, du coup. Et en France, j'ai commencé à travailler dans une clinique équine pure en tant que vétérinaire classique. Et tout en intégrant l'acupuncture. Donc, pas dans tous les cas, mais petit à petit, dans certains cas, je proposais aux clients, je leur disais, bon, on a 2 options. Soit on traite de manière conventionnelle, soit on traite avec de l'acupuncture, soit on utilise les deux parce que c'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'idée d'intégrer les deux, c'est vraiment hyper intéressant. Et de là, j'ai commencé à traiter des cas, les clients étaient contents et j'ai commencé à développer ça. Donc, ça m'a permis d'avoir de plus en plus d'expérience parce que c'est vrai que c'est une médecine où il faut vraiment prendre confiance en soi pour être sûr de son diagnostic et de ce qu'on fait, même si la formation est vraiment très bien. Et à partir de là, j'ai eu de plus en plus de demandes jusqu'à
en 2018 avoir tellement de demandes qu'il a fallu que je fasse un choix. Je me suis dit, il y avait déjà plein de vétérinaires équins, mais pas beaucoup d'acupuncteurs équins. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire ça à plein temps et je vais voir si ça marche. Et bah, depuis, je fais plus que de la médecine chinoise. Donc, ouais, voilà, Ok. ça marche à Et plein en temps. fait, du coup, toi, tu es rentré par l'acupuncture dans la médecine chinoise, mais ça comprend plusieurs branches, il me semble, la médecine chinoise. Est-ce que tu peux Oui, nous réexpliquer un petit peu, parce que je pense qu'on en entend tous parler et on voit plus ou moins les grands principes, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu en quoi vraiment elle consiste et quelles sont les différentes branches justement de cette médecine? oui, tout à fait. En fait, la plus connue, effectivement, c'est l'acupuncture en Occident, parce que c'est celle qui est, je pense, la plus parlante pour les Occidentaux. Et la plus, comment dire, aussi attirante dans le sens où on se dit, oh tiens, il y a le cheval qui a des aiguilles, ça fait toujours un peu d'effet Mm. aux clients et aux gens, aux personnes en général. Mais en fait, oui, il y a 5 branches en médecine chinoise. Il y a l'acupuncture, il y a la phytothérapie chinoise, donc tout ce qui est traitement par les plantes médicinales. Il y a la thérapie alimentaire, les Chinois croient que chaque aliment a un tropisme pour un organe de l'organisme D'accord. et du coup qu'on peut traiter avec la nourriture. Et d'ailleurs, Hippocrate le disait, laissez l'aliment être votre seule médecine. Donc, Mm. c'est pas que les Chinois qui en parlaient. Et en fait, c'est très intéressant parce que en modifiant l'alimentation d'un animal, que ce soit les chevaux ou les petits animaux, on peut arriver à traiter et prévenir des maladies. Donc c'est quand même quelque chose qui est à portée de main de tout le monde et qui est pas compliqué à faire. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, il y a le tuina aussi. Le tuina, en fait, ça ressemble un peu au shiatsu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le shiatsu et pas le Mm. tuina, mais c'est pas exactement pareil. En fait, on va stimuler des points d'acupuncture par acupressure, donc en faisant de la pression sur ces points d'acupuncture, Mhm. et on va travailler aussi sur les méridiens, en fait. Donc, que ce soit sur tout le méridien ou sur une partie du méridien. Et du coup, on va travailler en stimulation ou en sédation. Donc, stimulation, c'est pour activer le méridien. Sédation, c'est pour calmer le méridien. Justement, quand on a des problèmes d'excès en médecine chinoise, on va chercher à sédater, entre guillemets, le corps, en fait, pour que justement, ça se rééquilibre. Et D'accord. donc, on peut agir sur ce plan-là avec le tuina. Et puis, en fait, les massages se situent au niveau de tout le corps, en fait. On peut faire de la pointe des oreilles au bout des sabots, au bout des pattes, dans le cas des petits animaux. Et, euh, et voilà. Et du coup, la 5e branche, oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le Qigong ou le Tai Chi. En fait, c'est l'exercice. Les Chinois croient, donc ça c'est applicable surtout pour les humains en fait, Mhm. mais pour les animaux aussi dans le sens où en fait le praticien doit faire du tai chi ou du qigong pour pouvoir être en équilibre lui-même et pouvoir soigner correctement ses patients. Et dans le cadre des Ah, chevaux, l'exercice est très important aussi. Donc ouais. évidemment, on va pas demander au cheval de faire du qigong, mais le cavalier il peut en Pas faire. faux. Donc, ça peut être toujours bénéfique pour les deux, quoi, si le cavalier en fait. D'accord. Donc voilà, c'est les Et 5 donc, sur branches. la base de ces 5 branches, en fait, pour eux, dans leur médecine, l'alliance de ces 5 aspects, ces 5 branches-là, permet de rester en santé ou de traiter un Oui, problème de santé. oui. Alors en fait, les Chinois, ils sont pas dans le curatif, ils sont dans le préventif. Hmm. C'est-à-dire que la médecine chinoise, à la base, est faite pour prévenir les maladies. Et d'ailleurs, les médecins chinois, historiquement, n'étaient pas payés si le patient tombait malade. C'est-à-dire C'est que pas vrai. Ah ouais. en fait, le travail du médecin chinois, c'est d'entretenir la santé de ses patients, pas de soigner les D'accord. maladies. Et en fait, effectivement, s'ils sont pas si patientèle, il y avait des patients qui étaient malades, qui tombaient malades, bah, du coup, il n'était pas payé parce qu'il n'avait pas fait son travail. Ah ouais, c'est fou ça.
Oui, Donc c'est quand même une grosse différence avec notre médecine à nous qui est en curatif. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, rien à voir. En fait, c'est pour ça que et encore là, on est dans le curatif, dans le préventif, dans le cadre des vaccins, tout ce qui est vermifugation, etc. C'est supposé être du préventif. Ouais. Mais de plus en plus, justement, je trouve qu'on est en train de tendre vers le préventif et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que moi, généralement, quand on m'appelle pour une consultation, c'est pour régler un problème dans un premier temps. Et ce que j'explique à tous mes clients, c'est que en fait, le but après, c'est de prévenir les problèmes. C'est-à-dire, on part dans un cadre curatif pour après faire du préventif et éviter les problèmes pour plus tard, notamment tout simplement chez les chevaux de sport par exemple, qui sont quand même soumis à un stress et à une demande continue pour éviter que justement ils aient des courbatures, qu'ils aient des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, etc. Ça aide vraiment beaucoup à les justement à prévenir par la suite. Ok. Et donc du coup aujourd'hui, est-ce que tu arrives à allier les deux médecines ou est-ce que vraiment tu fais que de la médecine chinoise? Comment est ton approche? Alors moi maintenant, je fais plus que de la médecine chinoise, mais par contre, dans tous les cas, je demande tout ce qui a. En fait, la première consultation est assez longue parce que en fait, on passe en revue tout l'historique du cheval parce que tout ce qui s'est passé dans la vie du cheval a une importance pour le jour J. C'est-à-dire, il y a une chronologie d'événements qui fait que le cheval est dans cet état le jour de la consultation. Et donc, en fait, le but, ça va être de trouver la racine du problème parce que très souvent, on perd ça de vue, on a un symptôme, on traite le symptôme. Ça, c'est la façon de fonctionner en médecine occidentale. Alors que là, en fait, oui, on voit déjà pas le symptôme pour lequel on nous appelle, mais l'ensemble des symptômes. Parce que parfois, il y a des symptômes qui ne sont pas considérés en tant que tels par le propriétaire, par le client. Et en fait, ce sont bien des symptômes qui ont une importance dans le diagnostic. Et du coup, de là, on creuse et on va aller chercher l'origine du problème. Je mets un exemple tout simple. J'ai énormément de cas de chevaux qui ont mal au dos, qui ont parfois deux origines sur lesquels on ne prête pas du tout attention d'habitude en tant que vétérinaire classique, parce qu'en tant que vétérinaire classique, un cheval qui a mal au dos va venir en consultation, on va faire des radios, on va faire des échos, on va faire tous les examens complémentaires qui nous ramènent quand même une quantité d'informations très importante et qui est à prendre en compte, voilà. Mais par contre, quand ça va être un problème digestif qui se manifeste en tant que problème de dos, on va pas le voir. On va traiter un problème de dos, sauf qu'en fait, celui-ci va revenir parce que c'est un reflet viscéral qui fait que le cheval est mal au dos. Il a mal au ventre, donc il a mal à l'estomac ou au côlon, et ça se reflète sur le dos. Et derrière, en fait, les problèmes, ils continuent. Et pareil, tout ce qui est selles, les vétérinaires regardent rarement les selles des chevaux, et c'est quand même hyper important. C'est vrai que moi, tous les vétérinaires avec lesquels je parle, j'essaie de leur faire part de cette réflexion-là, parce que même à l'école, je veux dire, on nous en parle pas. Et puis c'est vraiment en regardant des cas où on se rend compte que oui, on a beau traiter un problème de dos, si on traite pas l'origine qui est le problème de selle, on va revenir tous les 4 matins, ce qui est pas l'intérêt, et ça n'a pas d'intérêt ni pour le cheval, ni pour le cavalier, ni pour le vétérinaire d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Donc tu as une approche qui est assez globale. Tu recueilles tout l'historique globalement avec ta vision de vétérinaire entre guillemets classique et puis avec la vision que tu as de la médecine chinoise. C'est une approche holistique finalement. Tu prends tout en compte chez le cheval. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait holistique. Et en fait, tous les renseignements, donc par exemple prise de sang, échographie, radiographie qui ont été faits sur le cheval, je les regarde en tant que vétérinaire classique pour justement avoir plus d'informations. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'être vétérinaire pour pouvoir faire l'acupuncture, je trouve, et la médecine chinoise, parce que je trouve que ça donne encore plus d'informations. D'ailleurs, les shiatsu ne sont pas vétérinaires pour la plupart.
En tout cas, je connais aucun vétérinaire qui soit shiatsu. Ils peuvent faire la formation, hein, normalement. Et en fait, c'est très intéressant, mais ils vont pas avoir le même regard qu'un vétérinaire parce qu'ils n'ont pas la même formation. Donc, Oui, parce qu'il faut préciser qu'en France, il faut être vétérinaire pour faire de l'acupuncture oui, c'est ça, tout sur à les fait. chevaux. Oui, Ce qui n'est c'est pas le cas, je obligatoire. crois, dans d'autres pays. Si je me Alors, trompe pas. en Espagne, si, c'est le cas. Dans D'accord. les autres pays, En aux Angleterre, c'est ça? États-Unis, c'est obligatoire aussi. Et Ah, en ok. Angleterre, je suis pas sûre. Il me semble Ouais, que c'est oui. l'Angleterre où j'avais un doute. Mais de plus en plus, en fait, tous les pays sont en train de mettre cette obligation-là. D'accord. Et c'est vrai que, en fait, autant le shiatsu, c'est vrai que, et encore avec le shiatsu, il faut quand même être bien formé parce qu'on peut quand même, ça agit bien aussi sur le cheval, donc il faut savoir ce qu'on fait. Après, quand on est bien formé, il n'y a pas de raison, mais en acupuncture, c'est vrai que comme on met des aiguilles dans le corps du cheval, c'est Hmm. considéré comme un acte chirurgical, et du coup, c'est pour ça que c'est du domaine du vétérinaire. Et là, tu parles beaucoup du shiatsu. C'est pas du tout une branche de la médecine chinoise. C'est quoi, une pratique en parallèle Oui, c'est ça. Oui, D'accord. c'est une autre pratique en fait qui est basée aussi sur la médecine chinoise, mais qui est pas ralliée à tout ce qui est la médecine chinoise traditionnelle en fait. D'accord. Comme C'est l'ostéopathie quelque chez nous, chose. un peu. Voilà, c'est Enfin, ça. Oui, c'est d'accord. ça. Donc, tu nous as un peu expliqué le début de séance où tu recueilles un Oui, maximum d'informations. oui. Est-ce que tu peux ensuite nous décrire une séance type, même si j'imagine que voilà, chaque cas est très différent, mais un peu le type de protocole que tu suis, comment tu procèdes dans une séance pour arriver à soit traiter le problème, soit traiter en préventif un cheval. Alors, donc la première séance est un petit peu différente des séances de suivi. Donc, dans la première séance, je fais donc l'anamnèse, c'est-à-dire le recueil de l'historique du cheval. Je demande quel est le motif de consultation aussi, parce que c'est pareil, même si on veut aller au fond du problème, le propriétaire vient avec une attente. Donc, Hmm. sachant que déjà c'est une médecine qui est quand même particulière et que pas tout le monde connaît, il faut essayer de répondre à cette attente pour pouvoir continuer de traiter le cheval, parce que si on traite à côté, il va pas revenir. Donc déjà il y a ça, et en fait après avoir posé toutes les questions, pendant que je pose les questions en fait, j'observe le cheval déjà. Donc ça souvent les propriétaires dès que j'arrive ils veulent mettre tout de suite le licol au cheval, alors que non, je leur dis non vous Hmm. inquiétez pas, on va juste discuter avant de lui mettre le licol. Et c'est vrai que pendant qu'on discute j'observe le cheval dans son environnement. Donc généralement on fait la séance au box, déjà voir un petit peu je regarde qu'est-ce qu'il mange, comment est l'état du box, est-ce qu'il a fait des crottins, est-ce qu'il est sur la défensive quand on arrive, est-ce qu'il cherche le contact, est-ce qu'il est juste apaisé. Je regarde vraiment beaucoup de choses, et je regarde aussi l'interaction avec le propriétaire parce que ça Mhm. me donne énormément d'informations. Et donc, tout ça pendant que je pose les questions. Et donc après, je fais l'approche du cheval. Donc déjà, j'essaie de voir un petit peu quel est le caractère du cheval. Donc j'ai déjà un peu d'informations avec l'observation du début. Et en fonction de mon interaction avec le cheval, j'arrive à le cerner à peu près. Après, je pose souvent des questions au propriétaire pour savoir un petit peu quelle est sa relation avec les autres chevaux, avec la plupart des personnes, etc. Et je commence l'examen. Donc l'examen, je le commence par l'examen du pouls, qui est hyper important en médecine chinoise. En fait, l'examen du pouls va me donner l'information concernant tous les organes. En fait, le pouls se prend sur 6 positions différentes. Donc, à la base D'accord. de la jugulaire, donc c'est l'artère carotide qui est en dessous qu'on sent. Et Ouais. du coup, on va prendre d'abord le côté gauche et après le côté droit. Et sur chaque côté, il y a 3 positions. Donc, je mets 3 doigts en même temps. Et de là, en fait, j'arrive à voir l'état. Donc, chaque position correspond à un organe. Ah oui, d'accord. Avec, avec la palpation et la tonicité du pouls sur chaque doigt, je vois quel organe est en excès, quel organe est en déficit,
Et si le cheval manque d'énergie ou pas, souvent quand on a un pouls faible, ça veut dire que le cheval manque d'énergie. Quand on a un pouls qui est très fort, ça veut dire que le cheval a un problème aigu, souvent une inflammation, une infection. Donc ça d'un côté. Après, je regarde la langue, qui pareil est un microsystème du corps, et donc il me donne énormément d'informations. Sa Donc je couleur regarde. qui... Oui, C'est sa je couleur qui donne regarde. les indices? C'est ça, tout à fait. Je regarde la couleur, je regarde si elle est gonflée ou pas, je regarde l'humidité. La couleur, en plus, elle peut être différente sur différentes parties de la langue, parce que chaque partie de la langue correspond à un organe aussi. Les côtés, par exemple, c'est lié au foie. Donc, généralement, sur les chevaux que je traite, j'ai toujours un petit peu un déséquilibre du foie, parce que c'est des chevaux qui vivent en boxe, donc pas dans un habitat naturel. Et ils ont toujours un petit peu de stress, même si on voit qu'ils sont bien dans leur boxe, il y a toujours un petit, euh, un petit engorgement de ce côté-là. Et puis sinon, bah, par exemple, quand elle est gonflée et plutôt pâle, ça veut dire il y a des problèmes d'énergie. En fait, il y a un déficit au niveau de l'énergie. Et comme en fait la langue est plus flasque, c'est pour ça que en fait elle se gonfle en fait. Et chez les humains, c'est assez caractéristique quand on regarde sa langue dans le miroir, on a des traces, les traces des dents. Donc sur les chevaux, ça se voit pas, mais Ouais. c'est quelque chose d'assez fréquent chez les personnes. Donc je vous encourage à regarder la couleur de votre langue. Allez tous regarder dans le miroir. Voilà. Quand il y a des blocages, elle va être plutôt couleur pourpre, parce que justement, quand on est stressé, on oxygène moins bien et du coup, comme le sang arrive moins sur la langue, il prend une couleur un peu lavande pourpre en fait. D'accord. C'est tout simplement lié à l'oxygénation en fait. Parce que quand on est stressé, on respire de manière plus entrecoupée et puis voilà, le sang arrive moins bien sur tous les organes, dont la langue. Ok. Donc voilà. Et sinon, parce que je parle beaucoup sur le reste de l'examen, il y a aussi la température corporelle. Il y a aussi qui va m'indiquer, par exemple, comment circule l'énergie au niveau du corps. Et si justement le cheval a des problèmes, par exemple, quand ils ont moins d'énergie, en fait, la température corporelle va être moins tempérée partout. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir les membres qui sont froids parce que tout se concentre sur le tronc, là où il y a les organes vitaux, en fait. D'accord. Donc, ça me donne énormément d'informations. Et sinon, en fait, je regarde tout le reste, c'est-à-dire je regarde les muqueuses comme un vétérinaire classique, donc les muqueuses orales, de l'œil, je regarde la sclère, donc le blanc de l'œil, je regarde aussi l'état du poil, donc s'ils ont beau poil, s'il est piqué, donc ça, c'est des choses qu'on regarde aussi en tant que vétérinaire classique. Je regarde s'ils ont des pellicules ou pas, ça m'indique en fait l'état d'hydratation des tissus. Et très souvent, il y a beaucoup de chevaux qui ont des pellicules, soit parce qu'ils ont une alimentation en fait trop riche et pas suffisamment hydratée. Donc un cheval qui va être à l'herbe, par exemple, il va avoir tendance à avoir moins de pellicules qu'un cheval qui mange que de la nourriture sèche. Ouais, ouais. Et puis voilà. Sinon, ça c'est l'examen donc général. Et après, je fais ce qu'on appelle le scan. Donc le scan consiste à passer un stylet sur tout le corps du cheval qui peut être de différentes matières. Moi, j'utilise un stylet métallique parce que j'accroche plus à ça. Après, il y a d'autres vétérinaires acupuncteurs qui utilisent un bout de plastique ou une fiole ou un bout de tube. Chacun fait à sa sauce. Et du coup, on teste d'abord en fait sur le haut de l'encolure du cheval pour voir la sensibilité du cheval. Et après, on va passer, parce que évidemment, tous les chevaux n'ont pas la même sensibilité. Donc, si on passe le stylet avec la même pression sur tous les chevaux, on va avoir des faux positifs sur des chevaux très sensibles, par exemple. Ouais. Et du coup, après, on va passer ce stylet sur tout le corps du cheval, sur ce qu'on appelle les points diagnostiques d'acupuncture, qui vont, eux, après me dire, bon, bah, le cheval, en fait, il a mal au boulet, il a mal à l'estomac, il a des problèmes de reins, il a des problèmes de jarret, etc. Et à partir de toute l'information recueillie pendant l'examen, donc le pouls, la langue, la température, l'état des muqueuses, l'hydratation corporelle et le scan,
et avec l'historique du cheval, je pose le diagnostic. Et généralement, j'arrive à retracer la chronologie des événements. Parce qu'en fait, oui. généralement, on a un problème le jour J. Donc, normalement, on traite le problème qu'on voit le jour de la consultation. Mais on peut traiter en amont pour éviter que justement ils reviennent en traitant l'origine du problème aussi. Donc ça, c'est avec la théorie des 5 éléments. Alors, est-ce que tu peux nous en parler du coup? Oui, donc en fait, la théorie des 5 éléments, les Chinois, ils basent leur diagnostic sur les 5 éléments. Donc, il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, il y a un cycle vertueux, en fait, et ce qu'on appelle nourrissant. Et en fait, on dit que le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau nourrit le bois. Et du coup, ça ferme le cercle. Donc, c'est assez logique quand on y pense. Hein. Avec du bois, on fait du feu. Le feu se transforme en cendre et donne de la terre. Et d'ailleurs, les Chinois l'expliquent comme ça, le cycle. Et puis, en fait, après, on a des déséquilibres. Donc, quand on a un déséquilibre sur un organe, déjà, quand on a un problème, on va le localiser dans un de ces 5 éléments. Et à partir de cette localisation, on va dire, bon, on a des problèmes dans 2 éléments. Par exemple, l'élément bois et l'élément terre. C'est ces 2 éléments sur lesquels on retrouve des problèmes assez fréquemment sur les chevaux. Donc, les problèmes liés à l'élément terre, c'est tout ce qui est digestif, par exemple. Donc, que ce soit ulcère gastrique, problème de diarrhée, problème de manque d'appétit, etc. C'est classifié sur l'élément terre. Et l'élément bois, c'est tout ce qui est problème de tendons, ligaments, problème au niveau émotionnel, parce que justement, on classe aussi les problèmes émotionnels dans les éléments. L'irritabilité, l'agressivité, etc., ça va être classifié dans l'élément bois. Et très souvent, on peut avoir justement le cas classique du cheval qui va en concours et qui, avec le stress, a une diarrhée pas possible. Ça, on dit en médecine chinoise que l'élément bois surcontrôle l'élémentaire, avec l'émotion en fait du stress en fait qui est très lié justement et qui attaque en premier l'élément bois, donc le foie. Ça va altérer l'élémentaire en fait. Ça, on dit que ça surcontrôle l'élémentaire. Et du coup, ça produit un déséquilibre qui se transforme sous manière de diarrhée ou perte d'appétit aussi. C'est assez classique aussi d'avoir des chevaux qui vont en concours, qui ont des problèmes d'appétit. Ça, c'est tout simplement cette relation-là qu'il faut rééquilibrer pour que derrière, il n'y ait pas de souci. Mais là, en tant qu'occidentale bien cartésienne, j'ai du mal à le bois, à faire le lien entre le bois. Oui, voilà, c'est symbolique en fait. C'est une image. Oui, c'est une image. En fait, ça, c'est ce qu'on apprend pendant les études. Il y a tout un tableau où on voit à quoi correspond chaque chose. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que quand on l'étudie, tout a un sens. C'est logique. Et c'est logique, en fait. Quand on y pense, c'est vrai que là, ça paraît un peu bizarre parce que je parle de bois, de feu, et puis je parle de tendons et après je parle de foie, etc. Mais en gros, pour simplifier, chaque élément est lié à un organe et chaque élément aussi est lié à une partie du corps. Donc, en fait, par exemple, l'élément bois dont on parlait tout à l'heure va être lié au foie et à la vésicule biliaire parce qu'il y a une paire d'organes par élément. Et la structure associée va être les tendons et les ligaments. Et donc, quand je dis, j'ai un problème de tendons et de ligaments, donc j'ai un problème sur l'élément bois. Et c'est comme ça qu'on met tout en place, en fait, dans notre schéma. Et après, on voit si on a un excès ou un déficit. Donc, un déficit, ça va être classiquement sur un cheval, par exemple, plus âgé ou même qui a un âge moyen. Et sur un jeune, on va plutôt avoir des problèmes d'excès parce qu'ils ont pas puisé dans leurs ressources énergétiques pour avoir un déficit. En fait, ça se manifeste plus par un surplus d'énergie que par un manque d'énergie sur les organes. Parce que donc le but de la médecine chinoise, c'est parce que c'est très basé sur le concept d'énergie. Donc le but, c'est à travers ces différents éléments, rétablir la circulation de l'énergie dans le corps, quelque chose comme ça? C'est ça. En fait, la médecine chinoise considère qu'une maladie survient parce qu'il y a un déséquilibre dans le corps. Donc, en fait, il parle de déséquilibre et pas de maladie, en gros.
Et en D'accord. fait, ce déséquilibre, c'est un déséquilibre parmi les 5 éléments dont on parlait. Et donc, le but du praticien, ça va être de rétablir l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses, parce que si on traite le symptôme, ça va rééquilibrer un des éléments, là où on a le problème, mais pas tout le reste. Et en fait, tant que tout le reste ne sera pas rééquilibré, ça risque de revenir. Hmm. Donc et en fait c'est le concept d'homéostasie en fait tout simplement. Hein. C'est un concept occidental, l'homéostasie. C'est le fait que le corps ait des fonctions physiologiques normales. Et donc les Chinois parlent d'équilibre parce que c'est le mot qu'ils utilisent, mais en gros c'est vraiment l'homéostasie dont ils parlent. Donc c'est pas totalement abstrait leur conception de la chose. C'est quand même entre guillemets prouvé scientifiquement. Enfin, il y a des bases réelles sur lesquelles ça Oui, s'appuie. oui, tout à fait. En fait, les Chinois parlent de manière très imagée. Donc, Hmm. d'où le bois, le feu, la terre, etc. Hmm. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça très, très juste. Et en fait, c'est facile à apprendre avec des images que en apprenant d'une manière différente à l'occidental parce que selon les écoles, il y a des écoles qui forment un peu à l'occidental et donc ils disent bon bah pour tel problème, je vais utiliser telle série de points de telle Hmm. manière, etc. Mais en fait, quand on travaille de cette manière-là, on va beaucoup moins au fond des choses que quand on travaille avec la philosophie chinoise. Mais effectivement, là, ça peut paraître un petit peu, comment dire, mystique, vu la façon dont j'en parle. Quand on en parle à la chinoise, c'est un peu ce qui se passe, mais tout est basé sur des études scientifiques, c'est-à-dire que, en fait, les Chinois, ils ont développé la médecine chinoise il y a 5000 ans, donc c'est quand Hmm. même très très vieux comme médecine. Il faut dire qu'aujourd'hui on l'utilise encore, donc ça veut dire que ça marche. Oui. Ouais. Et voilà. Sinon, on l'utiliserait plus. Hmm, hmm. Et en fait, ce qu'on cherche de plus en plus maintenant, c'est comment dire, d'appuyer ce qui a été prouvé avec l'expérience des années, de manière empirique en fait, Ouais. avec des études scientifiques. Ouais. Hmm, hmm. Après, ce qui le rend compliqué, dans certains cas, c'est que c'est tellement individuel comme médecine que pour faire une étude, on essaie en fait de rendre les études le plus, comment dire, objectif possible. Mais Ouais, mais tu peux pas. on tient en compte, par exemple, le caractère du cheval. Donc, Ouais. on peut avoir la même pathologie sur deux chevaux qui n'ont pas le même caractère. Et du coup, ça va déjà changer la donne du point de vue médecine Hmm. chinoise Ouais, ouais. traditionnelle. Après, effectivement, maintenant, par exemple, il y a plein d'études qui prouvent que l'acupuncture stimule la production de cellules souches. Et ça, c'est des études qui ont été faites récemment, il y a quelques années. Mhm. Il y a des études qui prouvent l'effet sur, par exemple, tout ce qui est problème respiratoire, la régulation du système immunitaire. Donc, pour tout ce qui est problème respiratoire, il y a de l'asthme, qui est quand même un problème assez fréquent chez les chevaux. On en trouve de plus en plus qui prouvent l'effet sur justement les cellules inflammatoires, la réduction de l'inflammation, la réduction de la production de sécrétions au niveau des bronches, etc. Et on regarde un peu plus dans le détail, effectivement, mais peut-être pas, il y a peut-être pas des études sur tout encore. J'espère que ça viendra un jour, et c'est Hmm. un peu le but. Et d'ailleurs, il y a l'association de médecine vétérinaire traditionnelle chinoise mondiale qui d'ailleurs a pour but de faire de plus en plus d'études pour que justement elle soit de plus en Ah plus oui. acceptée. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a quand même plus de 35 000 références, si je ne me trompe pas. Quand on D'accord. cherche sur PubMed, on trouve quand même énormément d'articles sur l'acupuncture. Donc, pour ceux qui me disent non, en fait, j'y crois pas, Ouais. parce que en fait, j'ai envie de leur dire, si vous y croyez pas et que vous avez besoin d'une évidence scientifique, allez voir sur PubMed. Vous allez vous amuser à lire parce que vous allez en trouver de l'évidence scientifique.
Oui, c'est peut-être plus que ça reste encore en France quelque chose d'un peu atypique, voilà, qui paraît sortir un peu des chemins Oui, battus et du coup les gens remettent en cause, pardon, le bien fondé et les potentiels résultats, quoi. oui, tout à fait. Mais ça vient d'autant plus parfois de la part de mes confrères vétérinaires, hein. C'est pas forcément Ah oui, autant. En d'accord. fait, je trouve qu'il y a une ouverture plus importante sur la clientèle de manière générale que sur les vétérinaires eux-mêmes, ce qui Ah, est dommage et c'est ce que je cherche aussi à faire. C'est parmi mon cercle proche, de leur montrer aussi que ça marche. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant 5 ans avec une collègue avec qui, qui n'était pas spécialement très proche des médecines mm, complémentaires, parce que j'aime pas dire alternatif, en fait, c'est vraiment mm. complémentaire et à utiliser en intégration. Et bon, je lui avais dit, écoutez, moi, mon but, c'est de développer l'acupuncture, donc je sais pas ce que vous en pensez. Puis elle m'avait dit, ah, j'ai lu des articles comme quoi ça marche sur les problèmes de reproduction, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, il y a une petite Une porte qui est ouverture. ouverte, Ouais. mais elle accrochait pas plus que ça. Et en fait, quand elle a commencé à voir les résultats sur les chevaux que elle traitait depuis des années, parce que moi, j'ai pris un petit peu la relève pour elle puisse faire un peu plus la reproduction, et moi, j'ai pris la relève de la médecine interne. Ah ouais. Là, elle m'a dit, ben, c'est vrai que ça marche en fait. Mais il faut voir pour croire dans le cas des Oui. vétérinaires, j'ai l'impression. Donc en fait, j'espère que là, c'est vrai que j'essaie de consciencier de plus en plus les vétérinaires de mon entourage et puis de faire de plus en plus d'interventions pour justement que ce soit plus accepté. Et je pense que là, les mentalités sont en train de changer et que les vétérinaires cherchent à faire plus et qui voient aussi les limites de la médecine occidentale et qui se penchent de plus en plus vers ce type de médecine-là. Donc c'est vraiment chouette et je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Et, en tout cas, je l'espère parce que pour le bien de nos animaux, c'est vraiment super, quoi. Ouais, ça demande un effort, j'imagine, pour eux de sortir d'un modèle, en fait, de cette Oui, médecine occidentale et oui, puis qui est transmis, j'imagine, dans les parcours d'études, très oui, cartésien, très ouais, scientifique. ouais. Donc ça demande ouais, c'est challengeant, c'est toujours challengeant de s'ouvrir à un autre mode de pensée en se disant que c'est valable, mais que c'est peut-être moins palpable. Et encore, Oui. visiblement, c'est quand même une idée reçue, mais Et encore, en fait, en France, je trouve que les vétérinaires sont quand même plus ouverts dans le sens où il y a déjà l'ostéopathie. Donc d'accord. l'ostéopathie, c'est pas comme l'acupuncture, mais Oui. il y a quand même, voilà, il faut aussi accrocher à l'ostéopathie. Mais Mais à c'est l'époque, tellement je crois que développé que, aujourd'hui, mais il me semble qu'à l'époque, c'était un peu pareil, ah oui, 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 en difficilement effet, accepté, quoi. Mm. c'est Il y a ça, tout toujours à fait. Au début, c'était comme ça. ouais, il y a toujours ce délai pour que finalement une nouvelle pratique soit acceptée, prise en compte et, et mise en avant aussi comme étant valable, quoi. Oui, oui, tout à fait. Après, je pense que effectivement, il va y avoir le même effet avec l'acupuncture justement. Mm. C'est Mm. que là, ça commence à prendre de l'essor et c'est surtout les jeunes générations qui sont quand même plus attirées par ce type de médecine-là, je trouve. Les vétérinaires qui ont l'habitude de travailler avec les outils qu'ils ont à portée de main ont moins tendance à chercher d'autres alternatives Mm. ou d'autres outils complémentaires. Mais je me suis retrouvée quand même en formation avec, que ce soit sur ma formation de base ou sur les formations d'approfondissement, avec des vétérinaires qui avaient déjà la cinquantaine, la soixantaine et qui exerçaient depuis plus de 30 ans et qui voulaient trouver quelque chose d'autre Ah, et génial. un complément. Donc c'est quand même C'est bien. super. C'est pas Ouais, le plus ouais, fréquent, mais ça arrive quand même. Donc ouais. c'est vraiment Et positif puis, et encourageant. ouais, c'est sûr. Et ce que tu disais, c'est que si les clients, eux, sont déjà plus ouverts, enfin les propriétaires de chevaux en tout cas, ça peut venir aussi, Oui, comme je dis souvent, du ils sont bas, très entre guillemets. demandeurs. Voilà, s'il Oui, y a de la demande, au fur et à mesure, ben, les vétérinaires en face vont devoir répondre à ces demandes-là et donc se former et s'ouvrir à d'autres choses. tout à fait. Et c'est intéressant que tu en parles parce que justement, c'est ce qui se passe avec la phytothérapie en ce moment.
La Ah oui. phytothérapie est encore en train d'être régulée parce que en fait, c'est pas encore. C'est difficile à réguler, sachant que ça s'est développé très vite et qu'en fait à la base c'était pas quelque chose qui était utilisé par les vétérinaires, mais c'est les clients qui cherchaient à soigner leurs chevaux par les plantes en se disant bon, au pire ça peut pas faire de mal. Alors ça, je suis pas très d'accord avec ça. La phytothérapie est très puissante et il faut savoir l'utiliser et il faut savoir s'encadrer et avoir le conseil de quelqu'un qui s'y connaît et qui a fait des études sur la phytothérapie, parce que effectivement, il y a plein de compléments qui sont vendus qui ont pas grand danger, mais il y en a, selon les problèmes qu'a le cheval, qui peuvent ne pas être euh, adaptés et là justement il commence à développer des formations en phytothérapie occidentale. D'accord. Et j'étais allée à une des formations là il y a quelques années, il me semble que c'était il y a 2 ans déjà. Et la personne qui faisait la présentation, qui est une vétérinaire qui travaille avec depuis pas mal d'années, disait qu'en fait, effectivement, c'était à travers les clients que les vétérinaires commençaient à s'y mettre. Parce que les clients, il y en a certains, ils achètent un produit, ils le montrent au vétérinaire, ils disent est-ce que c'est bien pour mon cheval ou est-ce que c'est pas bien? Et du coup, nous, on n'a pas spécialement de formation. Peut-être que maintenant, ils commencent à l'intégrer à l'école, mais moi, j'ai pas eu de formation en phytothérapie à l'époque quand j'étais à l'école vétérinaire. Donc, c'est comme la médecine de manière générale, il faut être à jour et il faut continuer de se former et continuer d'être toujours Bien sûr. sur la page À qu'il faut, jour. quoi. Ouais. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux traiter tout type de cas, tout type de problématiques et de chevaux? Et comment tu choisis parmi les différentes techniques que tu as à disposition? Oui, alors en effet, on peut traiter. Tout, c'est assez prétentieux à dire, mais je dirais presque tout pour pas être prétentieuse. Mais oui, en fait, on peut traiter vraiment énormément de problèmes. Et en fait, je vais utiliser une technique ou une autre en fonction du cheval surtout. En fonction de la pathologie, mais c'est surtout par rapport au caractère du cheval. Donc déjà dans un premier temps, pendant l'examen, je me rends compte d'à qui j'ai affaire et à partir de là, je me dis bon, d'ailleurs je l'annonce toujours au propriétaire, je lui dis écoutez, généralement ma technique principale c'est les aiguilles. Donc la technique d'aiguille sèche, donc on met juste les aiguilles sur le corps du cheval, sur les points décidés pour la stratégie. Et donc ce que je dis c'est on va commencer par lui mettre des aiguilles, on va voir comment il réagit et en fonction on verra si on ajoute d'autres techniques comme par exemple l'électroacupuncture qui consiste à connecter les aiguilles à une machine qui va stimuler les aiguilles à une certaine fréquence. Et donc, en fonction de la fréquence, on va traiter soit localement, soit de manière générale au niveau du corps. Donc, les fréquences élevées sont pour traiter tout ce qui est problème de médecine interne. Et les fréquences basses sont pour établir une analgésie, donc diminuer la douleur de manière générale, en fait, au niveau du corps. Okay. Donc, généralement, quand j'utilise ça, j'utilise une fréquence basse au confort et en fait ce que ça fait c'est que ça libère des endorphines donc comme tu sais c'est les neurotransmetteurs hormones du bien-être qui sont très connus, c'est ce qu'on libère quand on fait du sport et à partir de là après si je veux traiter par exemple des problèmes gastriques je vais utiliser des élevés pour pouvoir aller plus en profondeur dans mon traitement. Donc ça c'est donc il y a l'aiguille sèche, l'électroacupuncture, il y a la moxibustion aussi. C'est une technique que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que les chevaux adorent et en fait ça consiste à utiliser un cigare en fait à base de plantes, donc c'est de l'armoise. Et donc ça fait comme ça peut faire avec une cigarette, c'est-à-dire qu'on a un bout incandescent qui fume
Et donc, on va rapprocher ce cigare-là des points d'acupuncture à une certaine distance. Et à partir de là, c'est la chaleur émise par le cigare qui va stimuler les points d'acupuncture. Parce que les points d'acupuncture peuvent être stimulés soit par l'aiguille, donc le microtraumatisme de l'aiguille dans le corps, soit par la pression, comme dans le cas de l'acupressure, soit par de la chaleur, comme dans le cas de la moxibustion. Dans les trois cas, résultat. Voilà, pour un même résultat. Et d'ailleurs, les Chinois, ils considèrent que la moxibustion, c'est beaucoup plus puissant que l'aiguille comme technique. Alors que la plupart des clients, ils me disent ah, mais vous savez pas lui mettre des aiguilles. C'est toujours un peu décevant quand j'utilise la moxa, mais parce que le cigare s'appelle moxa. Mais en fait, l'effet est limite plus important que quand on met l'aiguille simple, en fait. Et donc, comment dire, en durée d'effet de traitement, je dirais qu'on a d'abord le tuina, donc les massages, c'est ce qui dure le moins longtemps. Après, on va avoir l'aiguille sèche équivalente à l'amoxibustion à peu près. Et après, on va avoir l'électroacupuncture. Et on a aussi une autre technique qui s'appelle, et qui se rapproche beaucoup plus de la médecine occidentale, qui est l'acuacupuncture. Donc, ça va consister à mettre un liquide dans les points d'acupuncture qui va en fait stimuler le point d'acupuncture pendant au moins 3 semaines après. Et donc c'est pareil, là on peut mettre soit du sérum physiologique, soit de la vitamine B12, soit d'autres produits. En fait, après ça dépend de chaque vétérinaire. Et d'ailleurs, par exemple, la mésothérapie, donc le traitement avec les petites aiguilles sur tout le dos pour soulager les problèmes de dos, au final, on met quand même un petit peu de produits sur les méridiens de la vessie, qui sont les méridiens qui parcourent le dos. Donc c'est un peu, ça ressemble un peu à de l'acupuncture. C'est moins précis parce qu'on fait au pif en fait sur tous les muscles, mais ça ressemble un petit peu à ça. Sauf qu'on va sur le point d'acupuncture avec le liquide et on va injecter. D'accord. Donc voilà, ça c'est les 4 techniques principales. Question un petit peu bête, mais est-ce que l'acupuncture elle est douloureuse pour le cheval? Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Elle n'est pas douloureuse si on ne met pas d'aiguille. Elle n'est pas douloureuse si on ne met pas d'aiguille sur les contractures. C'est-à-dire, en fait, ce que va sentir le cheval quand on met l'aiguille, c'est comme une piqûre de moustique. C'est vraiment très léger. D'ailleurs, moi j'utilise des aiguilles assez fines. Ça dépend du praticien aussi. Mais je préfère mettre des aiguilles plus fines pour que le cheval soit plus confortable au moment de l'insertion des aiguilles. Et en fait, une fois on la peau et on introduit l'aiguille de manière plus profonde, parce que les aiguilles peuvent aller jusqu'à 5 cm de profondeur selon la localisation dans le corps. En fait, quand on passe à l'intérieur du point, l'aiguille doit vraiment se glisser sans résistance. Et ça, ils sentent rien en fait, parce que pour avoir eu de l'acupuncture moi-même, en fait, c'est vrai qu'on sent les petites piqûres, mais après, quand l'aiguille est bien sur place, il n'y a aucune sensation en fait. On va sentir après coup une chaleur locale au niveau de l'aiguille ou un fourmillement. Et donc le fourmillement, en fonction des chevaux, il y a des chevaux qui apprécient et il y a des chevaux qui vont se demander qu'est-ce qui se passe parce que ça arrive souvent sur les membres, donc ils se mettent souvent à ce que j'appelle à danser en fait. Ils se mettent à piétiner en fait avec les aiguilles, mais généralement une fois les aiguilles quand ça arrive, les aiguilles sont expulsées très vite et une fois elles sont expulsées, le cheval il arrête de piétiner. Et en fait, généralement, le cheval ne bouge pas lors de l'insertion des aiguilles. Il va en fait, il va sentir les piqûres. Donc, en fonction de la sensibilité du cheval, il y a des chevaux qui sont très sensibles, comme ça peut être le cas de personnes. Dans le cas des chevaux sensibles, je vais utiliser moins d'aiguilles et je vais plus utiliser de la moxa, par exemple, sur les endroits qui vont être plus tendus ou contractés. Parce que c'est vrai que quand on met une aiguille sur une contracture, c'est pas hyper agréable. Ouais. Donc, je le fais pas souvent sur mes patients. Généralement, j'évite et je contourne un peu le problème pour après, quand j'aurai réussi à détendre un peu plus la région avec justement le tuina, le massage, pouvoir mettre des aiguilles sur les séances suivantes.
Donc en fait, généralement sur chaque séance, j'intègre vraiment tous les outils que j'ai à portée de main. Je vais faire du tuinage, je peux faire dans la même séance du tuina, de la moxibution et de l'aiguille sèche, ou bien faire une des 3 techniques, ça dépend de comment je le sens en fait. Ça, c'est vraiment au feeling. Ok. Et dans quel cas tu rajoutes la phytothérapie et la thérapie alimentaire? Est-ce que c'est des cas précis ou est-ce que, pareil, plein de problématiques peuvent être traitées via ces 2 techniques-là? Alors, en fait, la thérapie alimentaire, je l'utilise assez souvent, mais elle est assez limitée chez le cheval parce que chez le cheval, c'est pas comme chez les chiens et les chats où on peut faire toute une ration naturelle. Oui. Ouais. On est quand même, ça reste des herbivores, donc en fait, il faut qu'on choisisse des choses qu'ils peuvent manger et qui tolèrent digestivement. Donc, par exemple, je vais beaucoup utiliser la thérapie alimentaire, surtout sur les problèmes digestifs. Déjà, on va regarder toute l'alimentation aussi pendant la première séance. Je regarde la selle aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je regarde vraiment tout ce qui est mis en place pour le cheval. Et donc, on va parfois modifier l'alimentation et rajouter des petits compléments en thérapie alimentaire, comme par exemple des choses qu'on donne souvent, c'est des carottes et des pommes. Mais une chose qui fait rigoler pas mal de mes clients, c'est le céleri. Donc le céleri branche est très bon pour tout ce qui est problèmes digestifs, problèmes hépatiques et puis en fait tout ce qui est surtout ulcère gastrique. Et les chevaux qui en ont besoin, généralement, ils se jettent dessus. Après, ceux qui en ont pas forcément besoin vont pas chercher à le manger. Donc c'est vraiment, ça dépend des cas. Je l'utilise pas dans tous les cas systématiquement. C'est pareil, je m'adapte vraiment à ce que j'ai devant moi. Si c'est un cas uniquement locomoteur que j'ai pas du tout d'autres soucis, je vais pas forcément l'utiliser. Mais ça dépend. Et donc la phytothérapie chinoise, je vais l'utiliser en complément. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que en Chine, les gens se soignent. Donc l'acupuncteur vient en prévention, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, la thérapie alimentaire est intégrée dans leur quotidien. C'est-à-dire que ils vont manger les recettes qu'ils ont mangées depuis tout petit, mais qui sont destinées justement à éviter de attraper froid, d'avoir des problèmes digestifs, et ça c'est vraiment intégré dans leur traditionnel en fait. Et en plus, ils vont aller à la pharmacie. Leur pharmacie, c'est l'herboristerie. C'est-à-dire que s'ils ont un problème, ils vont rajouter les petites plantes, ils vont se faire des tisanes qu'ils prennent pendant toute la journée. Et du coup, avec ces tisanes-là, ils vont résoudre des problèmes. Donc, gingembre, quand on va et qu'on a des symptômes, il faut prendre du gingembre toute la journée en infusion. Et ça coupe en fait le développement justement, et que après on est à la gorge et on est les autres symptômes qui apparaissent quoi. Et donc moi la phytothérapie chinoise, je vais l'utiliser en complément. Donc eux ils l'utilisent en première intention avec la thérapie alimentaire. Moi c'est vrai que comme en Occident on est un peu moins habitué. Pareil, la phytothérapie c'est quelque chose de moins connu, etc. Et en plus c'est des plantes chinoises, donc ça fait toujours un peu peur aux clients quand ils lisent le nom des plantes sur les produits. Du coup en fait je me dis bon, déjà dans un premier temps, généralement la première séance je donne rien du tout parce que je veux voir la capacité du cheval à répondre par lui-même avec son organisme uniquement. Et après par la suite je rajoute des choses si besoin. Et en fait, ça va être pour les problèmes très chroniques ou les problèmes notamment de médecine interne, comme les problèmes respiratoires ou les problèmes digestifs, où là, notamment le problème digestif, où effectivement, c'est intéressant d'avoir la phytothérapie qui rentre dans le système digestif, pas avoir que les aiguilles extérieurement. C'est vraiment imagé, mais c'est assez intéressant de le voir de ce côté-là. Pareil pour le côté respiratoire. Donc, on fait pas inhaler des choses, mais bon, ça rentre par voie aussi digestive et ça, du coup, ça diffuse plus dans le corps. Et ça, en gros, ça potentialise l'effet de l'acupuncture. Et donc, les Chinois, ils l'utilisent à l'inverse. Ils vont prendre la phytothérapie et l'acupuncture, ça va être en dernier recours si jamais, voilà, c'est pas suffisamment
fort avec la phytothérapie. Et sur l'alimentation, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu vois très souvent qu'on fait mal sur l'alimentation de nos chevaux? Alors oui, il y a donc le grand sujet, c'est le foin. Ouais. Très souvent, il y a les chevaux n'ont pas suffisamment de foin. Surtout, je parle des chevaux qui sont en boxe, hein, parce Oui. qu'effectivement, il y a plein de chevaux qui vivent en pâture et qui ont un mode de vie proche du mode de vie en liberté. Mais en fait, dans les écuries, très souvent, les problématiques qui reviennent, c'est pas suffisamment de quantité de foin, trop de quantité de concentré, donc de granulés ou floconnés. Mm. Le fait de donner les granulés floconnés avant le foin, par exemple aussi. Donc, il faut savoir que le cheval est herbivore de base et qu'en fait, les granulés floconnés, c'est quelque chose qu'on leur a rajouté par la suite pour, notamment dans le cas des chevaux de sport, leur donner un surplus d'énergie qu'ils peuvent pas avoir autrement. Mais un cheval qui fait pas énormément d'exercice et qui est travaillé 1 à 2 fois la semaine peut très bien manger que du foin, un foin de bonne qualité, être en forme et avoir beaucoup moins de problèmes digestifs. Et même sur le chevaux de haut niveau, hein, plus qui m'écoutent et qui, parce qu'il y a tout le côté marketing des granulés et des floconnés quand même, hein, qui sont très forts. Et tout le côté aussi de l'habitude aussi de se dire non mais en fait les traditions. nous on a 3 repas, eux il faut qu'ils aient 3 repas. Et en fait on a l'impression, en plus comme dans les granulés et le floconné il y a du sucre. C'est ça qui fait que les chevaux sont aussi impatients de d'avoir leur ration, et c'est ça qui fait que les chevaux s'énervent dans les écuries quand on distribue la nourriture. C'est en fait ils veulent leur dose de sucre en fait. Mais une fois on retire le sucre et leur granulé, et ben il y a déjà le comportement change. Les chevaux sont beaucoup plus apaisés, ils sont beaucoup moins énervés parce que ce qui les énerve c'est le sucre. Et le surplus d'énergie aussi, parce que en fait, c'est pas allez, je dirais dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin d'autant de rations qu'ils ont pour le travail qu'ils font. Je suis d'accord sur les chevaux de sport, en fonction du travail qu'ils font, il y en a, ils ont besoin d'un complément. Mais et encore, de plus en plus, j'essaie d'avoir des chevaux de haut niveau qui sont que au foin. Surtout que ça décuple après ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que le cheval qui vit au box, quand il sort du box, il pète en l'air, on se dit oh là là, il a trop d'énergie. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il est en box. C'est ça. Et en plus que sa nourriture fait que, oui, il a beaucoup d'énergie par rapport à ce qui suffirait, quoi. Donc il a besoin de décharger un peu. Et l'autre problématique d'ailleurs qui revient souvent, c'est malheureusement, je comprends et puis ça m'arrive de voir ça et d'essayer de trouver une solution intermédiaire, parce qu'il y a des cas où il y a des écuries où il y a que des box, il n'y a pas de paddock, le cheval il est enfermé H24, H23, l'heure qu'il sort, il la sort pour travailler. Et du coup, forcément, c'est des chevaux qui vont être beaucoup plus prédisposés à avoir des problèmes digestifs. Ouais. Et locomoteurs aussi, de raideur, etc. Parce que forcément, ils bougent dans leur box, mais les box en moyenne, ils font 3x3. Et encore, 3x3, c'est déjà relativement grand, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de je sais pas, 1 ou 2 cas qui t'ont rendu fier, enfin voilà, des résultats que tu as eu justement en appliquant ces techniques-là depuis que tu exerces et qui t'ont permis de peut-être traiter une problématique ou à l'inverse prévenir un problème de santé sur un cheval de manière assez flagrante, enfin avec des bons résultats. Oui, alors un cas que j'ai beaucoup aimé, un cheval à qui je tiens beaucoup, c'est le premier cheval que j'ai traité de manière vraiment sérieuse et de manière les clients sont allés vraiment au bout du traitement. C'est un cheval qui s'appelle Wistiti. C'est un cheval de voltige qui faisait 1m86 au garrot. Donc le nom, on pense que c'est un petit cheval avec le nom, mais non, c'était un très grand cheval. Faut aller lui grimper dessus. C'est ça. Oui, mais les chevaux de voltige ont tendance à être plutôt grands, justement, parce que c'est plus facile pour les voltigeurs après de faire leur travail dessus. Et en fait, ce cheval-là appartient donc à des clients qui sont devenus amis. Et en fait, ils sont venus pour une problématique de boiterie.
On a fait un examen locomoteur classique pour voir d'où venait le problème. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème venait du dos. Et c'était tout simplement qu'il avait un côté du dos qui était beaucoup plus contracté que l'autre, ce qui se manifestait sous forme de boiterie sur un des postérieurs, en fait. Et il y avait une problématique comme quoi les voltigeurs, notamment son voltigeur principal, dès qu'il atterrissait sur le dos du cheval, le cheval se mettait un peu à se fâcher, à ruer, etc. Ouais. Et donc son voltigeur principal, c'est vrai qu'il arrivait à le gérer, mais dès qu'il mettait d'autres voltigeurs débutants, c'était compliqué. Et donc j'ai traité ce cheval et il a répondu très bien. Donc c'était un cheval déjà qui était bien classé, etc. Mais en fait, après notre traitement, il a été champion de France avec son voltigeur. Et en fait, il a enchaîné 4 années consécutives des médailles. En fait, il a gagné tous les ans. Et en fait, j'ai fait un suivi vraiment régulier sur ce cheval après ma première intervention pour justement le maintenir au mieux de sa forme. Et c'est vrai que ce qui était vraiment hallucinant, c'est que le cheval prenait de l'âge. Et d'ailleurs, donc la propriétaire, qui était la maman du voltigeur d'ailleurs, voulait le mettre à la retraite, mais en fait, d'année en année, c'est vrai qu'il s'améliorait. Et en fait, en voltige, on donne une note au voltigeur et au cheval. Et d'année en année, le cheval, il gagnait en ponctuation. C'est-à-dire que le cheval, il s'est amélioré d'année en année. Donc, c'était génial, quoi. On a réussi vraiment à même aller au-delà de ce qu'on pensait avec lui. Très souvent, on a des chevaux de sport, on se dit c'est déjà des super chevaux, mais en fait, on ne connaît pas tout leur potentiel jusqu'à ce que vraiment on fasse un suivi comme celui-là, parce que c'est vrai qu'on peut avoir encore mieux souvent. Donc c'est ça qui est super. Et c'est vrai que ce cheval-là, maintenant, il est à la retraite, il a fait son boulot, mais c'est vrai que ça. Voilà, la propriétaire était très contente et quand elle me donnait les résultats à chaque fois qu'elle partait en concours, elle me donnait le suivi et c'est vraiment un cheval qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup appris. Oui. Donc, et son problème a disparu et après elle n'est jamais réapparu grâce au suivi. Ah oui, tout à fait. Et en fait, on est allé. Il avait des problèmes de shivering aussi, donc c'est un problème qui apparaît sur les chevaux assez jeunes, donc à 4 ans d'âge généralement. Et c'est un problème dont on connaît pas trop la cause encore en médecine traditionnelle classique. Et on a même réussi, elle m'avait demandé, est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet sur ça? Donc moi, c'était un de mes premiers cas, donc j'étais un peu sur terrain inconnu. Et je lui dis, bah écoute, de toute façon, on va traiter le diagnostic chinois et on va bien voir si ça marche ou pas. Et ça l'a amélioré de ce point de vue-là. Le maréchal, il pouvait quand même plus lui parer les postérieurs. Parce que en fait, c'est une pathologie sur laquelle les chevaux en fait vont lever les postérieurs de manière saccadée et qui d'ailleurs les stresse et en fait le stress entretient le fait de saccader le postérieur. Donc c'est assez vicieux comme pathologie. Après en mouvement, ça se voit pas plus que ça, donc c'est ça l'avantage. Mais dans les soins de tous les jours, même tout ce qui est brossage, curer les pieds, etc., c'est assez handicapant. Et ben pour le maréchal, je vois quand même pas. Et du coup, même de ce point de vue-là, on avait réussi à l'améliorer. Je lui avais rien promis. Je lui ai dit, écoute, on verra bien. De toute façon, ça va se voir si. Et le maréchal il était ravi aussi. Ah bah oui. Donc je me suis dit bien que finalement c'est une amélioration globale sur l'ensemble du cheval, quoi. C'est ça, tout à fait. Et sinon, un autre cas, c'est un cas d'un poulain trotteur. Donc ça, c'était des clients qui avaient jamais fait de l'acupuncture avant. Et donc je suis allée les voir parce que justement le poulain traînait son antérieur. Il traînait vraiment complètement par terre en fait. Il pouvait pas du tout l'appuyer volontairement.
Et donc, c'était une paralysie radiale. On a vérifié évidemment qu'il n'y ait pas de fracture avant en faisant de radio, etc. Et ce poulain s'était fait ça parce que les voisins avaient jeté des feux d'artifice dans la pâture et il y avait 5 poulains avec des juments dans la pâture. Et il y en a un malheureusement qui est celui-là. Donc le poulain qui était décédé, c'était un des poulains qui valait le plus en plus. Et ce poulain-là, c'était l'autre poulain qui était assez qui leur avait coûté quand même pas mal d'argent au niveau de la saillie, etc. Et donc, je leur ai dit, écoutez, soit on traite de manière classique en faisant des anti-inflammatoires et en attendant voir ce qui se passe, soit je vous propose de faire de l'acupuncture vu que ça faisait que 2 jours qu'il avait eu son accident et que les poulains répondent beaucoup plus vite parce qu'ils ont un métabolisme qui est accéléré comme dans toutes les pathologies en fait. Hein. Et du coup, ils m'ont fait confiance. Ils ont bien voulu faire l'acupuncture. On a fait un traitement en aigu et assez conséquent. Et sur un poulain de 3 mois, pas manipulé quand même. Hein, donc, c'était pas évident. Mais... C'est risqué ton métier, certainement. Mais j'avais une équipe extraordinaire à la clinique qui m'avait aidé à pouvoir faire le traitement, qui le tenait, etc. Ok. Et en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que le poulain n'était pas manipulé, il se laissait quand même faire. Il a très vite compris que ça lui faisait du bien. Et je lui avais même fait l'électroacupuncture, en fait. Donc, je lui avais même mis les fils avec les aiguilles au niveau de l'antérieur et puis du reste du corps. Et le poulain, il est resté très calme, sans bouger le temps de la séance, quoi. Donc, c'était assez incroyable et c'est un cas qui m'a beaucoup marqué et dont j'étais très fière aussi parce qu'on a réussi à le récupérer complètement et il y a eu aucune séquelle derrière et le cheval il a pu courir après et faire une carrière totalement normale. Donc c'était vraiment chouette comme cas. C'est dingue. Ouais, j'imagine. Et j'imagine que cette approche et ces expériences-là que tu as, ça a dû changer ta relation aux chevaux globalement. Quel impact ça a eu sur ta vision et ta relation avec eux? Alors, j'ai toujours adoré les chevaux et c'est vrai que depuis que je fais de la médecine chinoise, je les adore encore plus parce qu'en fait, chaque cheval, chaque cas m'apprend quelque chose. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment, j'ai pas de mots pour le décrire. C'est l'approche. On peut avoir la même pathologie sur 2 chevaux. Je vais pas du tout traiter de la même manière. Et en fait, c'est incroyable comment ils sont reconnaissants et ils se rendent compte de l'effet que ça a sur eux. Parce que généralement, la première séance, en fonction du caractère du cheval, les chevaux qui, par exemple, vont être plutôt méfiants de base, au début, ils vont se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là ?» C'est un peu, elle me tripote de partout parce qu'en plus, je les palpe vraiment entièrement et tout. Donc, il y en a qui... Avec la mienne. Voilà. Il y en a qui sont pas très habitués. Et en fait... lors de la 2e séance, la plupart des chevaux, quand je vais prendre le pot, qui est quand même le premier geste que j'ai envers eux, se détendent. Ils s'endorment déjà. C'est assez. Même certains, quand je suis juste à côté, je parle. Les clients me disent mais qu'est-ce que vous lui faites? Et je dis mais je lui fais rien du tout, je suis juste à côté, mais je pense que ils comprennent, ils sentent. Et c'est génial, quoi. Et pour moi, c'est c'est vraiment gratifiant comme travail, quoi, de voir les effets, de voir à quel point ils le sentent et ils sont reconnaissants aussi. Ça, c'est vraiment très, très chouette aussi. T'as plus cette sensation depuis que tu fais vraiment que de la médecine chinoise que quand tu faisais de la médecine vétérinaire classique? Le fait d'apprendre vraiment de chacun? Oui. C'est vrai que en médecine occidentale, il y avait quand même des cas où c'était aussi, où on sentait que le cheval se rendait compte aussi qu'on lui faisait du bien, etc. Mais en fait, moi, la chose qui me dérangeait en médecine occidentale, c'était la vitesse. C'est-à-dire que mais parce que en fait, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Et on n'a pas le temps non plus par rapport à comment les journées sont remplies et à la demande qu'il faut qu'on réponde.
de regarder tout ce que je regarde aujourd'hui. Et moi, là, c'est moi qui me dis, voilà, et d'ailleurs, je dis, la première séance, c'est 2 heures, et après, les séances suivantes, c'est 1 heure et demie, et je l'annonce dès le début aux clients, parce que c'est pareil, il y a des clients qui sont hyper speed et qui ont plein de choses à faire, ce que je peux comprendre. Mais je l'annonce dès un premier moment, parce que je dis, si vous n'avez pas le temps, c'est même pas la peine. Parce que moi, j'ai besoin de prendre le temps avec le cheval pour voir, pour le sentir, pour vraiment. Et on n'observe pas du tout la même chose en 10 minutes de consultation, qui est la durée moyenne de visite annuelle d'un vaccin, qu'en 1 heure et demie ou en 2 heures d'observer le cheval. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui influe énormément. Après, voilà, je veux dire, la médecine, heureusement que la médecine occidentale est là et heureusement qu'on a tous les outils qu'on a. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, il y a plein de clients, ils me disent ah oui, et vous pensez qu'il a de l'arthrose là, etc. Je dis mais attendez, moi j'ai pas de rayons X dans les yeux, il faut faire une radio. Je dis moi je pense que peut-être c'est possible avec la douleur que je sens à tel point, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose en dessous de structurel, etc. Mais c'est vraiment important de tout faire, c'est-à-dire quand on a la possibilité de faire de l'imagerie, faisons de l'imagerie. On va avoir encore plus d'informations. Plus on a d'informations, mieux ça va être pour le diagnostic et pour avoir un traitement efficace derrière, quoi. Oui, il ne faut pas complètement boycotter non plus la médecine vétérinaire classique. C'est une alliance en fait entre différentes pratiques. C'est ça. Et puis bon, j'ai le cas de certains clients qui sont très anti-médicaments. Je dis mais écoutez, les médicaments, on est bien content de les avoir. Quand même, parce que il y a certains cas, les médicaments, ça agit quand même très vite. La médecine chinoise agit vite dans la plupart des cas, mais souvent, c'est ce que je dis, quand j'ai un cheval qui est emphysémateux depuis 6 ans, c'est pas en une séance que le cheval va se mettre à respirer normalement. Je veux dire, faut pas non plus, voilà, faut pas attendre des miracles non plus, parce que ça reste quelque chose voilà. Ça reste une médecine très puissante, mais qui a besoin de temps parce qu'on va vraiment aller au fond du problème. Donc, il faut enlever couche par couche comme si c'était un oignon. D'où le fait qu'aussi, souvent, minimum, je vois le cheval 2 fois parce qu'il faut que je vois aussi entre la première séance, déjà à la fin de la séance, j'arrive à voir l'effet de ma séance. Et après, dans les jours qui suivent, le corps continue de travailler. Donc, d'où l'intérêt de les revoir généralement au bout de 2 à 4 semaines après la première séance, en fonction des soucis et du motif de consultation, pour voir l'évolution du cheval et la réponse du corps et comment il se maintient dans le temps aussi. Ouais. Donc, et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, il y a des cas que tu refuses de traiter ou en tout cas que tu renvoies complètement vers la médecine vétérinaire classique? Alors, pour tout ce qui est, par exemple, problème tumoral, ça dépend. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est sarcoïde très, très avancé, je dirais, le cheval qui a un ou plusieurs sarcoïdes de la taille d'un poing, voilà, faut pas attendre qu'avec l'acupuncture et la médecine chinoise, on réduise la chose très vite. Donc, généralement, en fait, je propose toutes les options disponibles, mais généralement, dans ces cas-là, je dis il vaut mieux faire une chirurgie dans un premier temps. Et par contre, des cicatrisations, ou même pour aider à la cicatrisation, on peut utiliser l'acupuncture. Et puis même après, je veux dire, éviter les récidives, parce que quand on opère, on a quand même 50% de chances de récidive. Donc au moins, là, on combine pour le coup, on a l'effet rapide de la chirurgie où on enlève la tumeur. Et d'un autre côté, on régule le système immunitaire pour le renforcer et éviter que justement la tumeur revienne et éviter d'en arriver à une deuxième chirurgie plus tard, quoi. Donc, ouais, du coup, il y a l'alliance du curatif et du préventif de la médecine vétérinaire classique et de la médecine chinoise. Tout à fait, pour tout ce qui est... Et parfois, ça m'arrive aussi de référer certains cas pour complément d'examen. Pour des examens complémentaires, c'est-à-dire un cheval qui a des problèmes d'asthme, souvent, s'il a jamais eu de lavage broncho-alvéolaire qui permet justement de diagnostiquer le problème d'asthme équin, parfois je vais leur demander quand même un broncho-alvéolaire pour la sévérité, même si on a le côté auscultation, on a plein d'informations autrement, mais ça m'arrive plus d'une fois, ou de voir un cheval
il y a peut-être quelque chose en dessous, il faudrait faire une radiographie. Et en fait, chaque cheval que je vois a déjà son vétérinaire traitant, donc en fait, je le réfère vers son vétérinaire traitant. Oui. Et je lui dis, écoutez, moi, je vous conseille de faire ça, je vous conseille d'en parler avec lui. Et le but pour moi, c'est d'avoir une communication avec tous les personnes et l'équipe médicale du cheval, c'est-à-dire les vétérinaires, ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Après, généralement, quand savent que je suis vétérinaire, ils sont quand même au moins ouverts à la discussion, même si il y a un peu de tout. Les ostéopathes sont très contents, par contre, d'avoir des échanges parce que souvent, ils ont déjà un peu une base, ils l'étudient brièvement dans leurs études pour savoir en quoi ça consiste au moins, donc ils connaissent un peu les principes et ça leur parle un peu plus, j'ai l'impression. Et c'est vrai que dans certains cas, j'ai quelques chevaux où j'arrive à avoir une communication entre le vétérinaire, le maréchal, l'ostéopathe et moi. Et s'il y a un masseur, le masseur. C'est pas le truc le plus fréquent, mais c'est vraiment incroyable. Dans le cas de ces chevaux-là, on est tous en symbiose et c'est génial, quoi. C'est là où on a les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats viennent avec la combinaison de tout ce qu'on a à portée de main. Plus on a d'outils, plus les effets vont être meilleurs, en fait. Et justement, tu parlais de la formation des vétérinaires au début. Est-ce que tu penses que justement enseigner de cette façon-là, en présentant tous ces outils, et puis qu'après un vétérinaire sache aller piocher ce dont il a besoin, c'est ce qui devrait être fait dans les études vétérinaires en France ou en tout cas occidentales? Oui, en fait, je pense déjà en Espagne, c'est en train d'être fait, c'est-à-dire la directrice de l'école d'Espagne intervient et d'ailleurs elle passe des consultations à l'université à Madrid et en fait ce qui est génial c'est que du coup les étudiants peuvent au moins voir la discipline déjà pendant leurs études et connaître parce que moi c'est pas par hasard je dis bon je ne crois pas au hasard mais c'est en fait c'est par différentes rencontres que j'en suis arrivée là. Et c'est vrai que si j'avais eu la possibilité de voir ça pendant mes études de manière approfondie, comme ces élèves de l'école de Madrid peuvent faire, c'est vrai que c'est vraiment génial. Et après, opinion et chacun accroche ou accroche pas. Mais au moins, on sait que ça existe, on sait ce que ça fait parce qu'ils voient l'effet sur les patients qui sont hospitalisés. Et c'est génial, quoi. Après, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de chacun, de la capacité d'intégration, de la capacité aussi de se remettre en question aussi, parce que il y a aussi pas mal de vétérinaires qui restent dans le moule et qui veulent pas trop sortir de leur moule. Mais bon, comme je disais, je pense que là, la mentalité est en train de changer, donc. Oui, puis déjà le voir pendant les études, ça permettrait de casser les a priori dont on parlait, et donc peut-être ouvrir un petit peu plus les esprits. Quand tu connais mieux quelque chose, t'es plus à même d'avoir une idée juste de ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'a priori parce que on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Tu vois, le fait d'expliquer qu'il y ait des études qui prouvent les choses, même moi, je le savais pas et j'avais l'impression que c'était pas forcément basé sur des preuves scientifiques. Or, si on dit ça aux vétérinaires aujourd'hui, ça va peut-être aussi les aider à comprendre tous les avantages et tout ça. Après, effectivement, chacun fait à sa sauce derrière, mais. Oui. Après, il y a aussi le côté où les vétérinaires plus âgés ont, comme tu dis, les a priori et ont vraiment un blocage par rapport à ça. Il y a vraiment certains vétérinaires qui veulent pas voir, en fait, qui veulent pas voir. Donc, mais comme je disais, c'est là les nouvelles générations, elles sont vraiment attirées par ce type de médecine et c'est vraiment super et c'est très encourageant justement. Mais même, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de vétérinaires quand même qui se rendent compte de leurs limites et qui finissent par étudier même en fin de carrière la médecine chinoise. Donc c'est quand même génial. Ouais. Donc l'approche holistique, c'est quand même un peu l'approche du futur, que ce soit en vétérinaire. J'espère, oui. Moi, je pense, mais oui, je pense que c'est l'approche du futur et j'espère que
que ça va se développer, mais j'en suis quasi convaincue que ça va être le cas, en effet. Bah, tu œuvres dans ce sens-là, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Ben, là, justement, cette année, on développe la première année donc la Chi University a développé une antenne en France, donc que j'ai été chargée de diriger à mon grand plaisir et c'est vrai que j'ai été très honorée d'avoir été demandée de faire ça parce que je suis vraiment passionnée par ça. Et pour l'instant, bon, cette année, ça va être une petite classe. On va avoir 5 élèves. Il y a le Covid aussi, alors ça doit Donc, pas oui, en effet. Mais du coup, c'est déjà en cours une première année. Et puis, en espérant que justement, ils en parlent à leurs confrères vétérinaires et qu'il y en ait plus qui veuillent la faire les années suivantes. Mais en fait, il y a quand même un intérêt dans le sens où j'avais justement proposé une conférence aux écoles vétérinaires françaises. Et j'ai quand même eu 200 étudiants qui ont assisté aux conférences, en visioconférence en fait, vu le contexte Covid. Et donc c'est quand même je m'attendais pas à avoir autant de personnes intéressées. Donc après, ils n'ont pas tous accédé à la formation parce que pour X ou Y raison. Mais en tout cas, il y a un intérêt de manière générale et c'est assez encourageant. Et puis bon, la formation maintenant va être en France, donc c'est vrai que jusqu'à présent il fallait aller à Madrid en Espagne pour tout ce qui était en fait toute l'Europe était centrée là-bas. Et c'est vrai qu'avec le contexte Covid, l'école, donc la Chi University, a décidé de développer des antennes dans plusieurs pays européens, dont la France. Et c'est ce que je dis à mes clients, je dis j'espère que bientôt je pourrai vous référer vers un vétérinaire selon votre localisation parce que c'est vrai que parfois j'ai des demandes de l'autre bout de la France et j'ai pas trop de confrères à qui référer les cas et c'est dommage parce qu'il y a quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une demande donc il faut que ça se développe. Carrément. Mais au moins, tu sèmes des petites graines. Il y a 200 personnes qui assistent à la visio. Bon, tu sais pas, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est des personnes qui s'y intéresseront de plus près. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Et comment toi, à titre personnel, tu vois plus globalement le monde équestre de demain ? Alors, ce que je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure des années, surtout cette dernière année, je pense que le contexte Covid a quand même fait un peu a eu un impact quand même sur ça, c'est que les gens ils se soucient de plus en plus du bien-être de leurs chevaux. Ça fait quand même plusieurs années que les gens font quand même plus attention. De manière générale, quasi tous les patients que je suis ont déjà un ostéopathe, en plus de leur vétérinaire. Mais après, est-ce que c'est pas biaisé parce que tu dois avoir une clientèle qui est déjà ouverte sur ces sujets-là donc, Oui, peut-être aussi, peut-être. Oui, tu as raison. C'est vrai que à penser, mais de manière générale, quand même, dans quasi toutes les écuries, il y a déjà au moins un ostéopathe où ils connaissent au moins l'ostéopathie. Là, ce qui se développe beaucoup, c'est tout ce qui est massage équin. Donc, c'est très bien en complément. Surtout, je pense, dans le contexte des concours, vu que ça a un effet assez rapide, donc que ce soit en préparation ou en récupération. Et d'ailleurs, je travaille en équipe avec certains masseurs aussi. D'accord. Il y a aussi plus de demandes pour tout ce qui est... il y a beaucoup de gens qui demandent en fait... et c'est vrai qu'avec l'approche holistique, aussi comme on parlait tout à l'heure de l'alimentation, de faire attention à d'autres choses auxquelles on faisait peut-être pas énormément attention avant, comme l'alimentation, la selle, etc. Et je pense que que les propriétaires sont de plus en plus sensibles à ça et cherchent de plus en plus à mettre leurs chevaux dans le confort le plus important possible. Donc je pense que la tendance est celle-là et je pense vraiment que dans quelques années, il y aura peut-être un acupuncteur par écurie.
Je sais pas, Ah, ça serait génial. mais, mais ce serait pas mal. Après, c'est pareil, il y On a n'a tout pas ce dit qui est dans combien de temps, balnéo. hein. Non, non, On a dit c'est dans ça. quelques années, mais on n'a pas dit le nombre d'années. Après, il y a tout ce qui est balnéo aussi. La balnéo, Mm. c'est de plus en plus recherché par les clients et de plus en plus développé, dans tous les cadres en plus, hein. Il y a Mm, même, mm. même les chevaux de loisirs ont droit à leur balnéothérapie l'été pendant que les propriétaires sont en vacances. Donc, c'est Mhm. vraiment chouette. Et puis, ce qui est quand même assez rigolo, c'est que la plupart des clients qui font tout ça pour leurs chevaux le font même pas pour eux. Ah oui, Donc, bah oui. C'est ce que je me dis souvent. donc Mais c'est bon, quand même après, génial. c'est des athlètes, on leur demande beaucoup de choses. Enfin, il y a aussi, je trouve, une certaine logique à leur offrir tout ça, parce qu'on leur demande beaucoup de choses. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et puis, j'ai déjà eu la réflexion de, en fait, je lui offre une séance d'acupuncture parce que mon cheval m'a aidé à surmonter pas mal de choses et je considère que je lui dois bien Ouais, ça. c'est ça. C'est pas, voilà, c'est quelque chose Mm. c'est un discours que j'entends assez fréquemment. Et en fait, je pense qu'il y a eu une très grosse prise de conscience par rapport à tout ce qui est la vie en boxe, Mm. par Bah rapport là, au avec le Covid, confinement. ouais, c'est Ouais, sûr. c'est assez impressionnant. En fait, les gens, il y a plein de gens qui avaient pas cette notion d'enfermement du cheval et qui sont devenus très sensibles à ça, en fait. Une fois qu'on a été enfermé soi-même pendant 2 mois. Ah ouais, 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 non, mais c'est incroyable, hein. Mais c'est marrant qu'il y ait, parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'évident, mais il y a plein de gens pour qui c'est normal de voir un cheval dans un box et voilà quoi. Donc Oui, je on est pense que habitué à ça aussi, donc c'est vrai que c'est assez rigolo et je trouve que bah du coup au moins il y a eu ce côté-là positif du Covid. Faut ouais, toujours ouais, voir le tout bon à fait. côté des choses. Je pense que c'est tellement ancré que les gens ne se posent pas forcément la question. Et en plus, tu as plus tendance à remettre quelque chose en cause quand toi-même tu le vis. Oui, Ça t'ouvre les yeux après, alors qu'avant, si tu l'avais jamais expérimenté, ça te paraissait normal et tu voyais pas forcément le problème. Là, du coup, mm, d'avoir été tous enfermés pendant une certaine durée, en plus, effectivement, c'est plus oui, facile après d'aller se mettre à la place bon, même si on n'a pas les mêmes besoins, etc., mais de faire le oui, parallèle avec le chevaux. tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que le Covid aura certainement accéléré, je pense, certaines prises de conscience et certaines prises d'action aussi, concrètement, Oui, dans le milieu. tout à fait. Bon, bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, nous avoir expliqué un petit peu plus en détail ce qu'était la médecine chinoise, l'acupuncture, etc. Parce que je pense que ça reste un petit peu une nébuleuse pour pas mal de gens. Moi, la première. Hein. Ouais. Avant de te voir intervenir sur ma jument, bon, j'avais des vagues idées, mais et même encore aujourd'hui en échangeant, j'en apprends encore plus. Donc merci beaucoup, merci pour ton temps. Et puis, bah, j'espère que la première promotion de la Chi University va pouvoir faire grandir ce mouvement en France et qu'on aura plein d'acupuncteurs après. Oui, bah, j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation parce que c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais très contente quand tu m'avais proposé d'intervenir et de pouvoir échanger au sujet de la médecine chinoise et de faire connaître surtout ça Ouais. pas mal de cavaliers et de personnes en général. C'est vraiment chouette toujours de parler de médecine chinoise. Et Donc puis de ce qui voilà. nous passionne quand on Et parle de oui, nos tout à passions fait. Ah, ça, en général. c'est. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup, Laura. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre et cerner en quoi consiste la médecine chinoise et ses bénéfices pour nos chevaux. Je trouve que grâce à des personnes comme Laura qui font le choix de sortir des sentiers battus pour aller plus loin dans cette recherche de bien-être des chevaux, on tend vers une nouvelle approche de la médecine vétérinaire. Et car
parce que comme on le disait, l'approche préventive a bien des avantages par rapport à l'approche curative. Et la médecine chinoise fait partie des outils dont on dispose aujourd'hui, c'est pas le seul, pour prévenir un certain nombre de maladies et de pathologies. Donc j'espère que demain, on saura et on osera utiliser un petit peu mieux tous les outils à notre disposition pour prendre soin de nos chevaux, sans forcément les mettre en opposition, mais au contraire en créant des synergies et des collaborations entre toutes ces approches. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez prendre contact avec Laura, je vous mets toutes les infos dans les petites notes de l'épisode comme d'habitude. Continuez à parler du podcast autour de vous, à mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute, c'est super important et très motivant pour moi. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Très bonne fête de fin d'année à tous et à bientôt.